Le modèle évolue, la franchise change et au fond, c'est peut-être toute la définition même de l'entrepreneur en franchise qui est en train de bouger. Pendant longtemps, le franchisé, c'était avant tout un commerçant, quelqu'un de terrain, très opérationnel, très impliqué dans son point de vente, dans son commerce, dans ses équipes, dans son quotidien. Aujourd'hui, on voit émerger d'autres profils, notamment des entrepreneurs qui raisonnent en portefeuille, en multisite, on appelle ça comme ça, en développement et qui pilotent par ailleurs, qui investissent, et parfois même sans être présents au quotidien. On va en parler. Alors, il y a une question qui se pose et qu'on va poser évidemment à nos invités. Est-ce qu'on est encore commerçant avant tout? Est-ce qu'on devient progressivement investisseur, gestionnaire, stratège? Voilà l'une des questions qu'on va poser à nos invités. Est-ce que le modèle finalement de la franchise est en train de basculer vers une logique plus financière? Qu'est-ce que le terrain, où est-ce que le terrain reste, quoi qu'il arrive, la clé de la réussite? Et puis surtout, à quoi ressemblera le franchisé dans 5 ans? Ça fait pas mal de questions, hein. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de répondre à toutes ces questions, évidemment. On en parle et ils vont répondre à toutes ces questions. On vous présente tout de suite donc nos invités sur cette nouvelle table ronde. On a avec nous Julien Monard, CEO de Smice. Même chose en une phrase. Smice, bonjour. Smice, voilà, Smice, donc on accompagne depuis 20 ans des enseignes principalement en franchise, pour leur permettre de s'assurer que les franchisés respectent bien les standards. Donc on développe notamment les visites mystères, les clients mystères, voilà, qui existent depuis longtemps mais qu'on a un peu modernisé pour accompagner ces réseaux. Allez, on va ouvrir ce rendez-vous peut-être par un petit tour de table, si vous voulez bien. Et pareil, on va de nouveau vous lancer un petit défi assez rapidement, avoir votre point de vue sur ce que vous constatez, vous, sur le terrain là depuis quelques années. Est-ce que vous voyez aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui entrent en franchise ou on est encore sur des modèles de commerçants? Jade. Alors, c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, on a vraiment une structure de plus en plus de commerçants et vis-à-vis aux US, on a des profils de plus en plus investisseurs. Mais pour moi, ce n'est pas forcément une différenciation de profil, peut-être dans le pilotage et dans les débuts. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de jongler entre les deux historiquement, effectivement, les profils, on va dire plutôt commerçants, ils sont plus ancrés finalement sur le terrain, l'expérience client, aussi également la proximité dans le point de vente avec les équipes, où ils vont se dégager de plus en plus, avoir cette volonté aujourd'hui d'être aujourd'hui franchisé, et je pense qu'on va y venir. Et puis effectivement, ce profil d'investisseur, on va rechercher la croissance rapide et avec une vision aussi et des moyens financiers qui sont entrepreneurs. Steven. Sur des réseaux matures, on voit de plus en plus d'investisseurs, hein, considérant effectivement que des gens qui sont entrés dans une franchise ont pu ensuite devenir master franchisés et donc de facto rentrent dans cette logique de gestion et de développement. Néanmoins, pour avoir discuté avec quelques franchiseurs sur ce salon, ils aiment l'argent et ils aiment que les gens viennent avec des ressources pour pouvoir évidemment ouvrir cette franchise, mais ils veulent des gens qui soient impliqués d'un point de vue opérationnel et managérial dans cette ouverture, donc ils préfèrent le profil commerçant, si je dois répondre à votre question. Je vais essayer de compléter effectivement cette réponse. Oui, alors on remarque qu'il y a de plus en plus de petits groupes d'investisseurs qui se développent avec au sein de la même franchise ou avec plusieurs franchises. Donc ça, c'est intéressant de voir ce développement-là. Je pense que c'est pas une tendance nouvelle, mais peut-être que c'est une tendance qui s'accélère et qui se développe de plus en plus. Et comme tu le disais, effectivement, peut-être c'est aussi le rôle des franchiseurs de freiner éventuellement des velléités d'aller trop vite et d'imaginer que la réussite d'une franchise se baserait uniquement sur la quantité d'argent qu'on pourrait y mettre. C'est intéressant. Est-ce que d'ailleurs les deux modèles sont compatibles vraiment avec les attentes d'un franchiseur, à la fois entrepreneur de terrain ou un investisseur qui délègue tout? Qu'est-ce que vous en pensez, Steven? Ouais, oui, je pense que c'est compatible et que ça peut mettre le projet à moyen terme. Je pense qu'il faut savoir le poser avec le franchiseur, de façon à ce qu'il puisse, pourquoi pas, préempter les zones géographiques que le nouveau franchisé a en tête. Mais il faut savoir commencer par le début. Et moi, je suis assez attaché à une forme de pragmatisme. Il faut faire, délivrer et se rassurer sur l'excellence opérationnelle qu'on met en place avant de le scaler, comme on dit en anglais, quoi. Jade, vous partagez cet avis? Oui, totalement. Et puis c'est une forme de dialogue aussi qui évolue entre les enjeux opérationnels et puis au fur et à mesure, les dialogues évoluent sur de la performance, sur du pilotage. Et là, c'est le rôle aussi également du franchiseur de pouvoir amener cette structuration dans le dialogue et de l'accompagner sur une maîtrise de savoir-faire et de pilotage.
Et ce qu'on va voir finalement aussi, on va voir votre point de vue, parce que finalement les problématiques rencontrées ne sont pas les mêmes, évidemment, lorsque vous êtes à la tête d'un site, que vous êtes commerçant et multifranchisé, voire même investisseur, et que vous déléguez finalement l'ensemble des tâches opérationnelles à quelqu'un d'autre. Ça change évidemment pas mal de choses, Jade, lorsqu'on est commerçant et puis lorsqu'on est multi-franchisé. Oui, bien sûr, c'est d'abord s'adapter aussi à ces différents profils. C'est comment effectivement j'arrive à les accompagner dans leurs souhaits et dans leur développement aussi également. Et donc ça joue notamment par des cohésions, en tout cas métiers, sur les différentes volontés qu'on peut avoir sur ces deux profils. Steven? Je pense qu'on peut être un très bon commerçant et pas forcément un bon gestionnaire ou investisseur. Et à l'inverse, l'investisseur, il n'arrive pas avec une garantie de succès. Encore une fois, j'en reviens à mon propos. Si on arrive à se rassurer sur les deux, c'est formidable. Et probablement que ce franchisé, il a un bel avenir au sein du réseau. Mais encore une fois, rassurons-nous tous sur l'excellence opérationnelle et puis évidemment aussi la performance financière de sa première boutique avant d'aller plus loin. Et là, on saura trouver des compétences pour déléguer et s'assurer évidemment que tout ce qu'on a mis en place puisse trouver un écho sur les nouvelles franchises. Oui, parce que finalement, le rôle d'un investisseur est très proche du rôle du franchiseur, puisqu'il est à la tête d'un petit réseau, il n'est pas dedans au quotidien. Donc son enjeu, c'est de pouvoir s'assurer qu'effectivement tous les standards du franchiseur sont bien respectés, que l'excellence opérationnelle est au rendez-vous. Donc finalement, il a besoin d'outils pour pouvoir l'accompagner dans cette démarche. Jade, un franchisé investisseur qui délègue la gestion à des managers, ça fonctionne ou ça finit toujours à un moment ou à un autre par poser un problème ? Non, je ne pense pas que le délégué soit finalement un problème. Je pense que déléguer sans pilotage, là oui, effectivement, il y a un réel sujet. Aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est un partenaire de croissance, au-delà effectivement de l'application de concept, mais c'est vraiment d'évoluer ensemble et de mettre en place la transmission de savoir-faire, piloter, manager notamment les équipes. Ça passe par de la formation aussi également. Ça passe par le suivi finalement de toutes les KPI et de tout le pilotage commercial qu'on a des points de vente, du point de vente et après cette volonté finalement de pouvoir se multiplier. Et donc effectivement, ça passe par se consolider dans tout l'opérationnel avant de pouvoir finalement s'investir en tout cas sur d'autres projets. Je rajouterais une chose, effectivement, c'est que c'est même délégué parfois est plus efficace. Parce que quand on est dans son magasin, dans son restaurant, dans son hôtel, on a parfois du mal à prendre de la distance vis-à-vis de ce qu'on produit comme service, parce qu'on a la tête dedans. Et donc quand on est un petit peu, on monte un petit peu la caméra, qu'on prend un peu de recul, c'est parfois plus facile de voir où sont les problèmes et de prendre de la distance pour pouvoir les régler avec les opérationnels sur le terrain. Et en ce qui concerne la communication, qui est votre domaine d'expertise, Steven, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un commerçant qui est dans son magasin, dans son restaurant, comme le disait Julien, communique mieux d'un point de vue local et plus proche finalement de sa clientèle qu'un investisseur avec une multitude de points de vente. Oui, l'organisation va être radicalement différente. Nous, notre proposition de valeur est justement de donner accès à des non-sachants, des gens même qui présentent assez peu de compétences et d'appétence pour ça, au levier du digital pour pouvoir faire de l'acquisition client, etc. Donc on voit qu'il y a une belle proposition de valeur là-dessus, nous concernant, pour les aider à démarrer sur ces sujets-là. Dès lors qu'ils deviennent structurés à l'image d'un Mario Piromali, par exemple, sur Rennes, qui a une vingtaine de McDonald's, là, ils ont des services communication, une direction commerciale, une direction des ressources humaines en propre, pour pouvoir évidemment faire tout ça à leur place. Et ils ont du coup les moyens de s'acheter des sachants sur ces sujets-là, pour pouvoir évidemment consolider l'existant, parce qu'ils sont moins dans une logique de développement à ce stade-là. Julien, est-ce que vous constatez une différence de qualité d'expérience client entre les points de vente générés par un... Vous savez ce que j'allais vous poser comme question. Comme franchisé commerçant et ceux délégués. Oui, et j'ai toujours pas la réponse. Effectivement, c'est des choses qu'on mesure pas, ça. On n'a pas, nous, on mesure la qualité des livrets dans tous ces points de vente, oui. Mais on n'a pas d'indicateur que c'est un franchisé qui fait partie. Enfin, on a l'info, mais on n'a jamais eu besoin de l'exploiter, selon que c'est un franchisé commerçant ou un franchisé effectivement investisseur. Donc ça, je ne saurais pas répondre à cette question parce que je n'ai pas la donnée. Ouais. Mais depuis qu'on vous m'avez posé la question, je me suis dit que ce serait très intéressant de pouvoir l'évaluer à l'avenir. Je reviendrai l'année prochaine pour répondre peut-être à cette question si vous me la posez à nouveau. En revanche, ce qu'on mesure, je déporte un tout petit peu la question pour pouvoir y répondre, c'est que entre les succursales et les franchisés,
Là, effectivement, il y a une différence de qualité, constatée sur l'expérience client. Parce que le franchisé est, on va dire, un peu meilleur élève et plus motivé parce que c'est ses sous, à respecter les standards et à développer vraiment une excellence opérationnelle au quotidien qu'un succursale. Bon, il y a des exceptions, là je vous fais vraiment la réponse dans les grandes lignes. Merci. Mais c'est intéressant parce que finalement, ça pose aussi finalement la question du niveau d'exigence, en fait. Et vous parliez de succursale versus un franchisé qui est dans sa boutique, etc. Est-ce qu'on peut finalement faire un parallèle en se disant que l'investisseur aura peut-être un niveau d'exigence moindre et du moins, lorsqu'il y a des équipes dans les points de vente, voilà, ce niveau d'exigence sera inférieur à s'il était vraiment dans son point de vente? C'est finalement un peu la réponse de Jade de tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait d'être investisseur n'est pas un handicap pour effectivement avoir une excellente excellence opérationnelle dans le quotidien. C'est possible, effectivement, ça demande d'être accompagné, d'avoir des outils, d'avoir des indicateurs et de faire en sorte que ça fonctionne. Donc c'est pas un inconvénient. Par contre, il faut effectivement savoir bien le faire. Ce que je peux constater, moi, qui accompagne à peu près 600 réseaux et qui sont souvent des mix entre succursales et puis franchisés ou autres, c'est qu'il y a une mobilisation, une implication sur les succursales qui est quand même nettement moindre que ce que je peux voir sur une partie franchise, par exemple, où on a des entrepreneurs qui ont vocation quand même à développer leur chiffre d'affaires au quotidien. Et ça peut prendre plein de formes. Et du coup, le niveau d'exigence nous concernant également, il est bien supérieur sur cette typologie, évidemment, de points de vente, par exemple. Est-ce qu'il y en a un qui réussit mieux en 2026? Investisseur ou commerçant? Vous avez, Parce que c'est la vous avez 2 heures. aussi, hein. Bien On sûr. l'a promis, nous. Mais les gens demandent, le peuple veut savoir. Allez, je me mouille. Est-ce qu'il y en a qui réussissent mieux? Moi, je vois de très belles réussites en région, mais elles se sont façonnées dans le temps. Encore une fois, je ne crois pas qu'avec beaucoup d'argent, ça suffise pour réussir sur ce type de projet. Et pour le coup, j'ai cité Mario Piromali ou autre, mais là, c'était un Feuillette qui en parlait très très bien de cette capacité à faire et puis ensuite à dupliquer. Mais il y avait 2 enseignements importants. Le premier, c'est qu'il ne faut jamais se détacher du terrain. Et il le disait, si demain on veut être investisseur dans la logique de ne pas être dans l'opérationnel, on va se tromper. Et ça, le chiffre d'affaires peut dégringoler très très vite. Et l'autre enseignement qui était intéressant, c'est de se dire, c'est bien d'avoir cette ambition dès le début parce que d'un point de vue turnover ou gestion des ressources humaines, on a quand même un projet d'évolution qui est possible dès lors évidemment qu'on est dans une logique de multi-franchise, par exemple. Je compléterai juste en disant qu'il y a aussi différents types d'investisseurs. Donc la réponse est ça dépend aussi, parce que il y a l'investisseur qui va du jour au lendemain décider effectivement d'investir beaucoup d'argent dans plusieurs points de vente. Donc il n'a pas encore eu l'expérience effectivement d'avoir géré 1, 2, 3 points de vente. Et puis il y a le franchisé qui finalement constate que ça marche très très bien et va décider d'en ouvrir. Tu parlais de McDonald's tout à l'heure, ils n'ouvrent jamais 15 McDonald's d'un coup. Et pourtant, ce sont des investisseurs. Mais ils vont commencer par un McDonald's et puis si tout fonctionne bien, ils vont en ouvrir un deuxième, un troisième, etc. Jade? C'est effectivement la capacité à jongler entre l'excellence opérationnelle et effectivement cette vision, on va dire, business, investisseur, qu'on va retrouver avec les moyens financiers possibles. Et alors, vous avez commencé finalement aussi un peu à répondre à cette question, mais vous qui êtes des experts, quel est votre regard sur cette question finalement aujourd'hui? Un franchiseur, est-ce qu'il a plus intérêt à se développer avec des investisseurs ou plutôt avec une multitude de commerçants? Je pense qu'il faut un mixte parce que le mixte permet effectivement d'avoir des remontées terrain différents. Ça permet effectivement d'avoir aussi une vision et un management aussi différent de son concept. C'est un peu on teste et on apprend aussi du coup avec ces différents profils. Donc je pense qu'effectivement un mix des deux permet effectivement de mieux mettre les bases dans le réseau. Booster aussi par moment. Exactement. Steven. Il y a les vertus de l'argent. Un investisseur va arriver certainement avec une manne et des moyens qui n'ont rien à voir avec le commerçant isolé. Il peut apporter une garantie d'aller finalement assez vite dans un maillage et une couverture nationale, mais ça présente un risque pour le franchiseur d'avoir une forme de contre-pouvoir au sein du réseau, lié évidemment à la taille de cet investisseur et au volume de points de vente qu'il pourrait ouvrir. Donc quand on est franchiseur, on arrive aussi avec des normes, tu parlais d'excellence opérationnelle, et une façon de faire les choses qu'on a vocation à dupliquer. Quand on est investisseur et qu'on arrive avec l'argent, ce choix, ce pouvoir, cette liberté, elle peut être légitime aussi.
Julien, vous vouliez compléter? Non, oui, enfin non, effectivement oui, le mix, je pense, est la bonne solution. La bonne solution. L'idéal, ce serait d'avoir que des investisseurs avec qui on s'entend super bien en tant que franchiseur et pour le coup soulager pour le franchiseur son propre investissement à trouver des profils, à ouvrir des franchises. Donc ça, c'est un petit peu le monde idéal, mais dans le monde réel, je pense que le mix, c'est la bonne solution. Parce qu'en effet, il y a ce danger d'avoir un peu des barons locaux qui vont finir par faire leur loi et ça, le franchiseur, il aime pas ça. On va peut-être conclure, si vous le permettez, cette table ronde, peut-être avec un petit tour de table, parce que vous êtes des experts de la franchise, vous nous l'avez dit, vous connaissez bien les franchisés, vous connaissez les franchiseurs, vous êtes en contact aussi avec eux au quotidien. Ce modèle, vous le voyez évoluer, vous, aujourd'hui, parce on peut élargir aussi, hein. On voit évidemment que ce modèle intéresse de plus en plus des investisseurs aujourd'hui. Il intéresse aussi de jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer. Comment justement vous voyez évoluer les choses, ce modèle, ce monde de la franchise, Julien? Alors moi, ce que je vois, c'est beaucoup d'enseignes quand même qui se sont développées très très rapidement. En franchise? En franchise. Trop vite pour vous, Julien? Trop vite. Il y a beaucoup d'exemples de franchises qui se sont développées beaucoup trop vite, pas toujours dans les meilleures conditions justement de contrôle, de standards et de profils, de bons profils, et qui depuis, alors il y a le Covid qui est arrivé, qui a mis quand même qui a fait beaucoup de ménage, et qui a fait que finalement ce développement un peu fragile finalement a été arrêté, stoppé. Et aujourd'hui, depuis quelques années, il y a beaucoup de franchiseurs qui ont décidé de finalement revenir un petit peu en arrière, de reprendre des franchises, de demander à des franchisés justement avec qui ça se passait bien, de prendre des franchises qui se passaient un petit peu moins bien. Voilà, on va dire on est dans une période à mon avis de consolidation. Et qui est une bonne chose, parce que quand on se développe trop vite, on fait du mal à sa marque, et derrière, ça peut être compliqué de réparer le mal qui a pu être fait. Allez, assez rapidement, parce qu'on doit conclure. Et Jade. J'ai vu les deux. Moi, j'ai vu des O2 qui, par le biais de son patron, créent les franchises et ensuite les franchiser. Donc, c'est-à-dire qu'ils vendaient à des futurs franchiseurs. Et puis, à l'inverse, d'autres qui faisaient radicalement l'inverse. C'est quand même quelque chose qui a le vent en poupe, hein, la franchise, et on le voit aujourd'hui sur la majorité des réseaux. Tu as raison, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, on en a parlé beaucoup, mais c'est quand même une vraie tendance. On le voit avec Carrefour, par exemple, dans un exemple récent. Et effectivement, pour le mot de la fin, l'objectif en tout cas, c'est vraiment de pouvoir consolider finalement tous ces process-là pour éviter d'avoir cet effet boule de neige de fermeture lorsqu'on s'accroît très très vite. Et donc en tout cas, l'objectif c'est vraiment de se consolider, de structurer derrière les différents réseaux. Ne pas confondre vitesse et précipitation, c'est un petit peu le mot de la fin et qui résume, qui synthétise un peu nos échanges. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Est-ce que le modèle de la franchise est en train de basculer vers une logique plus financière ou non? Le terrain reste encore, quoi qu'il arrive, la clé de la réussite. Et on a eu quelques éléments de réponse, puis vous reviendrez l'année prochaine, évidemment. Merci infiniment d'avoir été parmi nous.